Salut les otaku, ça chill ou quoi? Aujourd'hui on parle de 3 webtoons francophones disponibles sur l'application du même nom. Avant toute chose, je tiens à remercier leurs auteurs car nous avons beaucoup échangé en privé. Quant aux autres, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai 2 exclus dont une planche inédite à vous montrer. Clair, net, précis, c'est y part. Et on commence avec le moins long des 3, God's Tier Legacy de Dai et Brainstorm. L'auteur m'a confirmé lui-même que son œuvre sera de retour courant mars-avril avec plein d'épisodes en avance, car actuellement seulement 12 en sont disponibles. Il y a 200 ans, depuis l'apparition de la God's Tier, l'humain a découvert le Siris, une énergie souvent canalisée dans le cristallite. Elles sont des pierres renfermant des pouvoirs et il en existe 2 types. Y a rien de compliqué, ça va bien se passer. Les passives et les actives. La première catégorie sert de boost à son utilisateur. Par exemple, tu deviens instantanément plus fort. C'est pratique. La seconde renferme des sorts puissants, capables de décimer un régiment entier. Ashraf, habitant de Glaphos, la cité de tous les dangers, est un voleur. Son but c'est de se faire un max de thunes pour partir loin avec sa mère. Un beau jour, des bandits veulent voler H, l'arroseur arrosé, mais en fait pas du tout, car ce dernier a les fameuses cristallites comme tu t'en doutes. C'est tellement puissant que, tels des Pokémon sauvages, les agresseurs prennent la fuite instantanément. Entre-temps, un type chelou avec un cache-œil recherche un certain Goran. Faut le savoir, hein, tous le respectent, car il protège la ville de tous les dangers en plus d'être surpuissant. En bref, le mal alpha du coin. Mais H veut intervenir afin qu'on laisse tranquille Goran. Après tout, pourquoi pas? Au fond, qui peut tester un gars avec des cristallites, sauf les élus? Et non, je parle pas de politique. À l'instar des pierres, les élus canalisent le Sirius naturellement, conférant des pouvoirs uniques. Mais seulement 1% de la population en est capable. Pas de chance pour H, car son opposant en est un. À la surprise de tous, Goran décide de se rendre, sans se défendre, et étend le flambeau à notre protagoniste qui protégera la ville en son absence. La paix, si je puis me permettre, semble donc revenir sur Glaphos. Mais dans l'ombre, de puissants malfrats veulent régner sur la ville. Pourquoi lire God's Tier Legacy? La culture mise en avant ne vient pas d'Asie ni d'Europe, mais plutôt du Maghreb et des Berbères. Ce que je veux dire par là, c'est que le climat, le style vestimentaire, ainsi que le langage employé confirment mes propos. C'est donc un gros point permettant de différencier l'œuvre de ses concurrents directs, français et étrangers. L'autre point, c'est le rythme du récit. Au travers des 12 épisodes, je me suis pas ennuyé ne serait-ce qu'une seconde. On rentre tellement vite dans le sujet, de plus les scènes d'action interviennent rapidement entre 2-3 gags qu'on ne voit pas les chapitres défiler. Sauf que de mon point de vue, l'enchaînement des gags peut devenir un fardeau pour l'œuvre. Perso, j'ai du mal à être 100% dedans. Je m'explique, les couleurs sont chaleureuses, et d'emblée on t'annonce que Glaphos est une ville où le meurtre et le trafic d'humains sont monnaie courante. Pour moi, c'est contradictoire, et je me demande si les futures scènes tragiques ne seront pas affectées, voire pas pris au sérieux à cause de ce problème-là. Au final, le God's Tier Legacy est une bonne découverte, on passe du bon temps en lisant l'œuvre, notamment grâce au rythme soutenu, sublimé par des combats simples mais efficaces. Et on poursuit avec Vaca Loca de Akai Monkey, 40 épisodes sont actuellement disponibles. La sieste de Salvador est brisée à cause de Pablo, un lama poursuivi par un villageois. En tant que bon samaritain, le personnage principal lui vient en aide pour capturer l'animal. En plein saut, Salvador réussit à l'attraper. À vrai dire, même le villageois est choqué. Sauf qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise, ça non, puisque Pablo parle l'humain. Et pour remercier Salvador, le villageois l'héberge gratos dans son village. La nuit tombe et ça sent le roussi pour notre lama préféré, considéré comme un démon aux yeux des habitants. En même temps, un animal qui parle, ça court pas vraiment les rues, voire jamais en fait. Du coup, les habitants veulent sacrifier Pablo en l'offrant au dieu crocodile. Toujours en tant que bon samaritain, Salvador engage le versus face aux reptiles afin de sauver notre lama préféré. Le pire dans l'histoire, c'est qu'il en sort facilement vainqueur. En fait, sa force lui vient d'une malédiction symbolisée par un tatouage d'une tête de vache dans le dos. Considéré comme un semi-démon, l'homme, mi-homme, mi-vache est surnommé l'intouchable. Dieu, malédiction, lama atypique, Vaca Loca nous promet une aventure dantesque et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Mais du coup, pourquoi commencer Vaca Loca? Comme God's Tier Legacy, l'histoire est inspirée d'une culture qui n'est pas souvent mise en avant via les webtoons. En effet, l'inspiration vient de l'Amérique du Sud, et plus précisément des anciennes croyances précolombiennes. Et le choix d'une vache n'est pas anodin. Faut le savoir, hein, les vaches ont été introduites depuis longtemps chez les Espagnols, mais dans la culture précolombienne, elles ont été très peu domestiquées. La réputation de bête, dans le sens démon, est en partie à cause de la méconnaissance de l'animal en question. L'auteur nous montre donc que son œuvre possède un univers bien construit.
Je dirais même qu'il est marquant, de ses inspirations jusqu'au design de ses personnages, mais surtout de Salvador. On va pas se mentir les otakus, ça change des lycéens et des salaryman dans environ 90% des webtoons peut-être. Mais j'en ai pas fini avec les personnages. Le second personnage marquant, c'est sans aucun doute Pablo. On pourrait croire qu'il a qu'un intérêt comique. Cependant, j'y vois un parallèle intéressant entre lui et Salvador. Le héros s'éloigne de l'humanité à cause de son pouvoir, alors que Pablo se rapproche de l'humain notamment grâce à sa parole. Et malgré son air niais, en même temps v'là la gueule qui se tape, il se décrit comme un dieu déchu et j'ai ma petite théorie là-dessus. Je pense qu'il était auparavant un humain à la recherche d'un pouvoir et a reçu la punition de vivre comme un lama jusqu'à la fin de ses jours, du moins s'il en a une. Un peu comme le serpent dans la Bible qui après avoir tenté Adam et Ève a pour punition de ramper et manger de la poussière jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma théorie et surtout exprimer la vôtre. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner et même à partager la vidéo. En exclu, l'auteur m'a confirmé que le dernier épisode sera excellent, badass à l'image de l'épisode 30 qui est d'ailleurs mon préféré. Pour conclure, je dirais qu'il faut lire Waka Loka notamment pour son histoire et ses dessins qui se différencient d'une grande majorité des webtoons. On finit la vidéo avec Samurai Y de Jocelyn Azora Lara et Bukibe. 54 épisodes sont actuellement disponibles. Lorsqu'elle était enfant, Mamala, une habitante de Balua en territoire requin, rencontra Gustavo, un aventurier archéomage. Fasciné par ses histoires et son savoir, Mamala devient alors son apprenti, même si les requins sont plutôt un peuple guerrier. Puis un jour, Gustavo décida de revenir à Archéon. Les années passent et Mamala s'inscrit à l'école d'archéomagie, située dans la même ville où réside son maître, afin d'être la première requin à y rentrer. Archéon, c'est la seule ville où toutes les communautés sont représentées, à savoir les requins, poulpes, les crabes du nord, du sud, les tortues et même les humains. À son arrivée, la protagoniste est abordée par un poulpe qui s'appelle Saburo. L'air cool, gentil, mais il s'avère être un voleur. Ouais, niveau accueil, on a déjà vu mieux, À l'école, Mamala fait la rencontre de Nori, une tortue qui s'avère être l'ex de Saburo. Bien des journées plus tard, avec Nori comme pot de colle, l'héroïne décide de retrouver Gustavo au bureau des explorateurs. C'est un lieu important regroupant les archéomages, en bref, la crème de la crème. Sauf que les retrouvailles ne se passent pas comme prévu en fait. En effet, Gustavo nie la connaître, sous l'œil d'une garde républicaine à la réputation douteuse. Le soir même, sous les yeux de Mamala, Nori et Saburo, le bureau des explorateurs semble subir une explosion. Pire encore, Gustavo semble porté disparu. Plus tard, on apprend que l'explosion n'est pas un accident et que le Samurai Y, une arme légendaire de destruction massive, menace à nouveau l'équilibre du monde. Accompagné de Saburo et Nori, Mamala va essayer d'empêcher que la fameuse relique tombe entre de mauvaises mains. Ce qui m'a plu dans Samurai Y, comme dans Waka Loka, c'est les bases de l'univers. Chaque espèce possède leurs forces ainsi que leurs faiblesses, notamment les requins nés pour le combat ou bien les tortues qui peuvent soigner des blessures en échange de leur durée de vie. De plus, les compétences en fonction des espèces rend la chose plus cohérente. Par exemple, les crabes possèdent des techniques en rapport avec les pinces, logique. Et les requins, la soif de sang qui transforme l'utilisateur en berserk, sûrement une référence aux requins lorsqu'ils voient du sang. Pour une fois, parlons un peu du dessin, j'ai des choses à dire et c'est pertinent en plus. Les dessins, malgré une petite influence mangaesque, me rappellent les BD francophones, peut-être à cause des couleurs qui ne sont pas aussi lumineuses, flamboyantes que lorsqu'on lit des webtoons. On aime ou pas, mais perso j'adhère complètement. L'autre point, c'est les décors entièrement dessinés à la main. Vous l'avez peut-être remarqué, mais de nombreux dessinateurs webtoon et manga utilisent souvent des images insérées, puis retouchées afin de faire les décors. Ici, ce n'est pas le cas et ça fait tout le charme de la série. Avant ma conclusion, voici une exclue du chapitre 56 avec l'introduction d'un personnage important. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour apprécier la planche. Au final, Samurai Y possède un scénario ainsi qu'un univers riche, cohérent dans les moindres détails, et pour finir, je dirais que l'œuvre représente totalement les auteurs francophones dans le monde du webtoon. Et la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez soutenir les auteurs, c'est comme sur YouTube, la course aux likes, aux commentaires et aux abonnés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du coup, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.